Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Esther Ojeda, je fais partie de la clinique Fertilab Barcelona de l'équipe internationale. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire ayant pour titre Les techniques innovantes et la personnalisation des techniques et des traitements de PMA en Espagne. Ce webinaire a été organisé par FIVFR, les FIVET espagnols et Fertilab Barcelona. Ce soir, nous comptons avec la présence du Dr Federica Mofa, la directrice médicale de la clinique Fertila Barcelona. Je vais vous expliquer un peu la dynamique de ce webinaire. Donc, tout d'abord, le Dr Federica Mofa, il va faire une présentation qui va durer à peu près une demi-heure, qui est très intéressante et parlera justement sur toutes les techniques de la PMA et aussi par rapport aux résultats et au taux de réussite. Après cette présentation, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaiterez sous la section appelée questions. Donc, la section chat où je vois bien que vous êtes déjà en train d'interagir entre vous. Donc, c'est justement pour parler entre vous, pour interagir entre vous. Et la section appelée questions, c'est pour poser les questions qu'après moi-même, en tant que modératrice, je vais lire en haute voix, en toute confidentialité. Je vais lire juste les questions et le docteur Mofa, il va répondre une par une. Je profite de cette présentation pour vous dire que toutes les patients nous contactant de la part des FIVET espagnols et des FIVFR pour pouvoir bénéficier du 10% des réductions, vous pouvez aller sur le site internet lesfivetespagnols.com et aller sur clinique partenaire, chercher la clinique Fertilab et vous faites la demande de premier contact, la demande de coupon des réductions. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vous appliquer la réduction d'un 10% sur vos traitements. Donc, je cède la parole au Dr Federica Mofa pour qu'elle fasse la présentation et après, on passera à la partie des questions. Merci beaucoup. Merci Esther et surtout merci à les FIVET espagnols pour l'occasion de présenter un peu notre travail. Je sais que le parcours des PMA, surtout quand c'est à l'étranger, c'est pas évident. Donc, je profite pour vous expliquer un peu quelles sont quelle est la philosophie de Fertilab. Donc, voilà, sur la présentation, voilà, je suis italienne, mais je travaille en Espagne depuis très longtemps, ça fait 12 ans maintenant. Fertilab est une clinique basée à Barcelone qui est née il y a 25 ans du rêve d'une biologiste. Et je pense que ça, c'est très important parce que le noyau d'une clinique de fertilité reste, pour moi, même si je suis gynéco et médecin, ça reste le laboratoire de biologie. Et donc, c'est de là que les résultats peuvent donner de taux de réussite excellents. Donc, chez Fertilab, on privilège la personnalisation. Donc, on prend les patientes comme un cas individuel pour appliquer des techniques plus adaptées à chaque patiente et basées aussi sur l'évidence des études scientifiques. Donc, comment on peut se baser sur cette philosophie des personnalisations? Mais tout d'abord, c'est qu'il y a une équipe qui est dédiée à chaque patiente, à chaque couple, avec le gynéco de référence, une assistante médicale qui fait le lien entre le médecin et les patients, avec aussi toute la réception des résultats et l'envoi d'instructions pour mettre les patientes en cycle ou éventuellement pour donner des traitements à distance. Et puis, il y a les biologistes, comme on disait, et si nécessaire, un andrologue qui peut voir les dossiers aussi au niveau des problèmes masculins. Mais cette philosophie donc d'innovation et personnalisation, il faut la traduire dans des protocoles qui doivent se baser, comme on disait, sur l'évidence scientifique. Donc, on parle des protocoles de stimulation ovarienne, protocole de préparation de l'endomètre,
le choix du meilleur embryon, donc toutes les techniques qu'on peut appliquer au laboratoire pour sélectionner les embryons de meilleure qualité. Et aussi, on parlera de génétique de la reproduction, ce qui est aussi un pilier de la personnalisation des traitements. Donc, comment on peut choisir le protocole plus adapté à chaque patiente pour la stimulation ovarienne? C'est clair que tout d'abord, il faut voir quel est le profil hormonal de chaque patiente. Donc, quelle est sa réserve, quel est son âge, comme on a dit, donc les taux d'hormones circulants, par exemple l'AMH, je suis persuadée que la plupart d'entre vous qui vous êtes à l'écoute, vous savez ce que c'est l'AMH ou la FSH, sont tous les paramètres hormonaux pour déterminer la réserve ovarienne. Le poids aussi, c'est important pour établir un protocole, et l'hygiène de vie. Le tabac, l'alcool, éventuellement des intolérances et tout ça, pour déterminer quelle est la sensibilité et la dose qu'on doit donner aux patientes pour maximiser le résultat. Donc, les différents schémas de stimulation sont aussi adaptés au type de traitement, parce que c'est pas la même chose de stimuler une patiente pour une insémination intra-utérine ou pour une fécondation in vitro. Et c'est très important, donc, le choix du médicament. Pour une stimulation très faible, très simple pour insémination, on peut aussi utiliser parfois le cycle naturel ou le citrate de clomiphène, que c'est des comprimés tout simplement, ou des gonadotrophines, donc des stimulations à faible dose. Mais quand on passe à la fécondation in vitro ou à des protocoles pour vitrification d'ovocytes ou pour des techniques ROPA, c'est clair que la dose de stimulation doit être un peu plus importante, mais elle est toujours adaptée à la patiente. Donc, il y a des protocoles qui sont des protocoles courts, des protocoles longs. Le type d'inhibition peut être différent. On peut inhiber donc l'activité ovarienne de la patiente avant de stimuler ou pendant la stimulation pour éviter l'ovulation prématurée. Mais c'est clair que c'est très important d'éviter l'hyperstimulation. Donc aujourd'hui, la plupart des cycles qui vont donner une réponse très élevée qui a l'avantage d'obtenir beaucoup d'ovocytes, en même temps, ça peut risquer l'hyperstimulation, mais ça, on l'évite par exemple avec un déclenchement par des médicaments très spécifiques, comme par exemple les analogues de la GnRH/LH. Et il y a des patientes qui ont un profil très délicat et donc sur lesquels c'est encore plus important de déterminer la stimulation de manière très personnalisée. On ne peut pas appliquer les mêmes doses ou les mêmes protocoles à tout le monde. Par exemple, les patientes avec ovaires micropolykystiques, c'est des patientes qui ont des réponses assez importantes et assez... donc, il faut être très délicat sur la stimulation. En même temps, par exemple, il y a des patientes qui ont une faible réserve ovarienne sur lesquelles on peut appliquer des protocoles comme par exemple une double stimulation pour obtenir un plus grand nombre d'ovocytes. Et il y a aussi des traitements, disons, complémentaires qu'on peut donner pour améliorer la réponse à la stimulation ovarienne. Si on passe au protocole de préparation d'endomètre, ça aussi, il faut l'adapter à chaque patiente. Donc, tout d'abord, il faut voir si la patiente a des cycles réguliers, quel est son âge, encore une fois, quel est le profil hormonal, le poids, l'hygiène de vie, etc. S'il y a la présence de pathologies de l'utérus, s'il y a des fibromes, s'il y a une adénomiose, ou s'il y a encore une présence de conditions médicales associées comme des troubles du fonctionnement de la thyroïde ou des facteurs de thrombophilie ou de troubles du système immunitaire.
Donc, la préparation peut être faite avec substitution hormonale, c'est-à-dire en traitement artificiel, dans laquelle on peut supprimer, par exemple, l'activité ovarienne et puis donner des estrogènes, de la progestérone. Donc ça, c'est d'office, par exemple, chez les patientes qui ont plus de règles. Donc là, évidemment, on va utiliser un protocole artificiel. Mais de plus en plus, quand on a des patientes receveuses ou sur des transferts congelés qui ont des cycles naturels, on va profiter de la production spontanée d'hormones de la patiente sans devoir appliquer le cycle artificiel. Et donc, on privilégie aujourd'hui le cycle naturel modifié, sur lesquels on a aussi publié des résultats d'une étude scientifique qu'on a fait chez Fertilab. On a démontré que si on peut appliquer le cycle naturel, les résultats sont meilleurs. On a moins de risques pendant la grossesse, moins de fausses couches et donc un taux de naissance qui est supérieur. Et dans le cycle modifié, on va simplement donner un déclenchement de l'ovulation par ACG, par exemple l'ovitrel, et après, on va supplémenter avec de la progestérone. Mais il n'y a pas nécessité d'appliquer des estrogènes artificiels. La personnalisation passe aussi à travers cibler la fenêtre d'implantation. Normalement, si la fenêtre d'implantation est bonne, l'embryon au stade de blastocyste est transféré à J5 post-ovulation. Mais il y a aussi des cas dans lesquels des échecs répétés d'implantation nous font tester sur une biopsie d'endomètre la réceptivité de l'utérus en fonction de la fenêtre. Et donc, on peut adapter, c'est des tests comme par exemple le test ERA-test ou le test endométrio ou le test Matrice Lab. C'est tous des tests qui peuvent nous guider. On ne va pas les appliquer en routine parce que on réserve ce type de test à les échecs répétés d'implantation. Et aussi, très important, on va toujours tester le taux de progestérone avant le transfert. Parce que il y a des études qui ont montré qu'en taux faible de progestérone juste avant le transfert, ou disons dans les jours qui suivent le transfert, est lié à un taux d'échec plus élevé et un risque de fausse couche aussi plus élevé. Donc, on va toujours essayer de maintenir, peut-être avec une augmentation de la dose de progestérone, donc les taux de cette hormone dans des créneaux très, très précis. Il y a aussi des patientes sur lesquelles c'est très compliqué de préparer l'utérus. Par exemple, il y a des patientes sur lesquelles l'endomètre, il a vraiment des difficultés pour arriver à une grosseur suffisante, ou comme disait l'échec d'implantation. Il y a aussi des patientes qui ont des problèmes immunologiques sur lesquels on va parfois tester la compatibilité sur les génotypes HLA. Tout ça, c'est des cas qu'on va étudier et parfois avec l'aide aussi des immunologues ou des hématologues. Donc, c'est des cas ne sont pas trop fréquents. Heureusement, la plupart des patients ont une fenêtre d'implantation normale et une production d'hormones normales et donc l'échec est simplement lié à la statistique. Mais par contre, quand le cas se complique, on va aussi demander l'aide des professionnels qui sont spécialisés sur, par exemple, sur l'immunologie. Mais alors, on arrive au laboratoire à comment on peut choisir les meilleurs embryons. Aujourd'hui, les techniques ont avancé vraiment et on est capable de sélectionner au laboratoire les meilleurs gamètes. Donc, on commence par aussi une sélection des spermatozoïdes. On peut appliquer des techniques pour retrouver les biologistes les meilleurs spermatozoïdes.
C'est clair que quand je dis sélection de spermatozoïdes, je ne suis pas en train de dire qu'on est capable de regarder à l'intérieur des spermatozoïdes. On est capable de les sélectionner sur la mobilité. Mais on n'est pas capable de regarder à l'intérieur leur ADN le jour de la fécondation. Il y a aussi des techniques pour sélectionner les ovocytes, avec une observation de leur maturité au microscope et en regardant aussi le cytoplasme. Donc, les biologistes, ils ont des microscopes très puissants. Ils arrivent à déterminer si une ovocyte est mature ou pas avant de le mettre en fécondation. Et actuellement, chez Fertilab, on est en train aussi de faire une étude expérimentale sur la qualité ovocytaire des donneuses et on va étudier les petites cellules qui sont autour de l'ovocyte au moment du prélèvement ovocytaire. Cette cellule s'appelle cellule de la granulosa. Normalement, on les jetterait parce que sur la fécondation, on va les on ne va pas les utiliser, donc l'ovocyte est dénudé et donc les cellules peuvent être étudiées pour comprendre indirectement la qualité des ovules de provenance. Et si on parle de choisir les meilleurs embryons pour le transfert, c'est clair que la culture à blastocyste détermine déjà il est capable de discriminer entre les embryons qui ont une bonne évolution jusqu'à J5, J6, donc les blastocystes, et les embryons que malheureusement n'arrivent pas à se développer correctement. Tout ça, grâce à l'aide des incubateurs de nouvelle génération comme l'embryoscope, nous permet d'observer vraiment d'une manière indirecte. Les biologistes, ils ont la possibilité merveilleuse, donc c'est des incubateurs qui nous permettent de faire un suivi de nos petits patients. Finalement, les biologistes, ils s'occupent des embryons comme des petits patients. Donc, les blastocystes sont visualisés et on peut donner aussi des scores de qualité aux embryons. Et donc, on peut aussi appliquer, dans les cas où c'est indiqué, pas à toutes les blastocystes, mais quand c'est indiqué, on peut appliquer aussi le diagnostic préimplantatoire. Ça veut dire que si, par exemple, on a une âge maternel avancé ou des anomalies des chromosomes qui sont connues dans les progéniteurs, on peut prélever une biopsie, donc 4-5 cellules à chaque blastocyste pour analyser les chromosomes. C'est comme si on faisait la myosynthèse aux embryons avant de les remettre dans l'utérus. La technique du DPI, au PGTA, comme on appelle en routine au laboratoire, c'est une technique qui nous oblige à congeler les embryons dans l'attente du résultat de l'analyse. Donc, si on fait du DPI, on ne va pas faire un transfert frais des embryons. Et le DPI, on peut l'utiliser aussi, par exemple, dans les cas qui sont des cas parfois qui ne sont pas des cas d'infertilité, mais sont des cas de maladies génétiques, comme la mucoviscidose ou d'autres maladies. Donc, les patients peuvent être porteurs sains et pour éviter de transmettre la maladie à l'embryon. Et en parlant de génétique, on peut aussi tester les patients ou les donneurs, dans ce cas-ci, donneurs d'ovocytes ou donneurs de sperme, pour voir si on a un risque de transmettre justement une maladie génétique, une mutation à l'embryon. Vous savez qu'on est tous potentiellement porteurs de mutations, mais on est des porteurs sains. Donc, il ne se passe rien. Mais si, par hasard, on a un porteur sain de la même mutation de deux côtés, alors l'embryon, il a un risque de 25% d'hériter une véritable maladie génétique. Donc, on peut faire des appareillements. Donc, on fait des tests, c'est des prises de sang, donc des deux côtés.
on vérifie si on a des mutations et on fait un appareillement génétique. Donc, l'important est de ne pas avoir la même mutation. Hein. C'est normal d'avoir des mutations de deux côtés, mais l'important, c'est d'avoir un appareillement favorable. Et donc ça, par exemple, pour les donneurs de sperme et d'ovocytes, on le fait pratiquement à tous les cycles de réception. Et je pense que la présentation est terminée. Merci beaucoup. Ah non, voilà, ici, on a les résultats. Voilà, c'est vraiment très important de transmettre les résultats. Et la chose que j'aime beaucoup souligner, c'est qu'on donne nos résultats en termes de nouveau-nés. Parce que quand on choisit la clinique de fertilité, c'est très important de savoir quelles sont les statistiques. Mais les statistiques, il faut savoir les lire parce que une chose, c'est donner le taux de réussite en termes de grossesse, de tests de grossesse positifs ou encore de grossesse évolutive, mais le plus important de savoir quelle probabilité on a, selon la technique, d'avoir un nouveau-né, d'avoir un accouchement. Donc, si on regarde par exemple le taux de réussite du don d'ovocytes, ça c'est des résultats qu'on a accumulés sur un certain nombre de patientes dans une période de temps spécifique. Et donc, on a un taux de naissance cumulé par cycle qui est 80%, comparé avec un 67% des résultats qui donnent la Société espagnole de fertilité. Le taux de naissance cumulé par cycle, ça veut dire que c'est basé sur potentiellement sous tous les transferts des embryons qui sont issus d'un cycle de don. Et si on regarde le premier transfert du cycle, on a un 68% de succès. Si on passe à analyser le taux de naissance sur les FIV, donc avec ses propres ovocytes, ses propres gamètes, c'est clair que ça dépend beaucoup de l'âge de la patiente. Comme vous voyez ici en bas, si une patiente est jeune, le taux de réussite est 70%. Donc, c'est un taux de réussite très élevé. Globalement, on a un 53% de naissance comparé avec un 33% de la Société espagnole de fertilité. Donc ça, c'est aussi les mêmes chiffres, mais vu avec cette graphique. Et avec le DPI, donc les résultats sont aussi pour transfert, parce que dans le DPI, on calcule le taux de naissance par transfert, parce que sur le cycle, on a déjà fait la sélection des embryons. Donc, c'est toujours des transferts uniques, ça c'est important de le savoir, chez Fertilab, dans le cycle de don d'ovocytes, mais aussi dans les cycles de FIV, on privilège toujours le transfert d'un blastocyste à la fois. On ne fait pratiquement jamais des transferts uniques. En ce qui concerne l'adoption d'embryons, le taux de naissance par transfert, ça aussi c'est calculé par transfert parce que d'office, l'adoption d'embryons, c'est le transfert d'un embryon blastocyste de la banque. Elle est à 37% des naissances, comparé avec les 33% de la Société espagnole de fertilité. Dans ce cas-là, chez Fertilab, on peut proposer un programme avec garantie des naissances sur 3 cycles. C'est le programme Baby Ferti de don d'embryon, sur lesquels on a 81% des naissances accumulées.
avec remboursement en cas d'échec. Pour les inséminations avec sperme de donneur, la probabilité sur 3 cycles cumulatifs, elle arrive pratiquement à 70%. Et encore une fois, si on regarde les naissances par cycle, ça dépend beaucoup de l'âge de la patiente. Évidemment, les inséminations intra-utérines avec sperme de donneur, c'est une technique très, très simple, pas invasive, mais elle est vraiment, elle fonctionne d'une manière adéquate quand la patiente est là, surtout moins que 35 ans. Voilà. Donc, merci beaucoup, Dr Monfa, pour cette présentation qui est super intéressante. Merci beaucoup à tous les assistants et participants. Je vois qu'il y a pas mal de questions que je vais commencer maintenant à lire. Donc, la toute première, elle est bonjour, travaillez-vous avec des hôpitaux parisiens dans le cadre d'un suivi de pathologies rares? On a beaucoup de collaborateurs sur Paris et parfois ça nous arrive de travailler avec des hôpitaux. Je ne sais pas si la question elle est liée à une maladie génétique et donc si ce serait pour un suivi d'une maladie génétique, donc maladie rare, ça dépend de ce que c'est, mais la collaboration, on peut l'avoir avec des professionnels et on l'a avec plusieurs professionnels à Paris. Merci, docteur. Donc, une autre question. Bonjour, j'ai 40 ans, je suis célibataire et je souhaiterais faire congeler mes ovocytes. Mon taux de AMH, donc hormone antimüllérienne, est bas, 0,25. Mais les taux de FSH, LH et estradiol sont corrects d'après mon gynécologue. Est-ce que cette procédure pourrait être envisagée avec ou sans stimulation? Merci. La vitrification d'ovocytes, elle est aussi en termes de réussite très, très liée à l'âge. Normalement, on ne conseille pas de vitrifier après les 38-39 parce que non seulement le nombre d'ovocytes qu'on devrait congeler est très élevé, parce que la qualité d'ovocytes, malheureusement, elle diminue avec l'âge. Donc, à 40 ans, si on a une réserve faible, tout d'abord, c'est obligatoire essayer de stimuler, parce que si on ne donne pas de stimulation, on aurait un seul ovocyte. Et on devrait probablement faire plusieurs cycles pour accumuler un certain nombre d'ovocytes. Donc, sincèrement, le pronostic pour vitrifier des ovocytes à 40 ans avec 0,2 d'AMH n'est pas très favorable, même si les FSH et l'âge estradiol sont bons. Donc, ça veut pas dire que la patiente n'a pas un cycle hormonal favorable. Mais voilà, un cycle naturel. Mais sur une stimulation pour la vitrification, je pense que c'est pas l'idéal. Merci, docteur. J'ai lu la suivante question. Donc, bonjour. Quel est le temps d'attente pour trouver une donneuse d'ovocytes chez vous? Alors, ça dépend de plusieurs variables. En moyenne, c'est 1 mois. Et après, la donneuse, elle va faire son cycle de stimulation. Donc, il y a le temps de l'appariement et puis le temps de mise en route du cycle de la donneuse et du cycle de fécondation. Donc, parce que les donneuses, elles vont faire une stimulation ovarienne une fois qu'on a fait l'appariement. Si le phénotype ou l'origine ethnique de la receveuse sont, disons, non communs, c'est-à-dire que ce n'est pas caucasien, il y a des caractéristiques physiques très particulières ou un groupe sanguin très rare, ça peut prendre un peu plus, peut-être parfois 2 mois. Merci, docteur. Une autre question. Donc, j'ai eu un premier transfert d'embryon en avril chez vous.
Mais échec, j'ai 47 ans et 3 enfants. J'ai de l'adénomiose profonde. Je vais avoir une hystéroscopie diagnostique avec biopsie de l'endomètre pour comprendre les raisons de cet échec. Que pensez-vous du décapeptyl, aspirine et cortisone pour améliorer mes chances pour un second transfert? Donc, il faudra tout d'abord, effectivement, attendre les résultats de la biopsie. Ça, c'est très important. Sur l'adénomiose, ça dépend aussi de la gravité de l'adénomiose. Le décapeptyl, c'est un inhibiteur que, dans certains cas, peut améliorer la situation en cas d'adénomiose. Sur ce qui concerne aspirine et corticoïdes, ça reste des traitements empiriques dans la plupart des cas. Donc, parfois, on donne, parce que si on a des échecs répétés, parfois pour améliorer, par exemple, la circulation sanguine, on donne de l'aspirine, des corticoïdes, mais ça reste quand même sur des bases qui ne sont pas des bases scientifiques très, très solides. Le décapeptyl pour l'adénomiose, ça peut refroidir un peu la situation. Ouais. Merci, docteur, pour votre réponse. Il y a pas mal de questions ce soir. Je suis un parcours de PMA femme seule. J'ai fait 2 pensions, 32 et 21 ovocytes matures, et hyperestimulation les 2 fois. Aujourd'hui, 42 ovocytes ont été fécondés avec 3 paillettes différentes et seulement 3 embryons sont arrivés à J5 et ont été transférés. Cela n'a pas donné de grossesse. Après, la question suit. Il me reste aujourd'hui 11 ovocytes congelés. Est-ce que cela vaudrait le coup d'apporter les ovocytes en Espagne pour faire un DPI sur ces ovocytes ou de refaire une nouvelle stimulation et ponction en Espagne, ou s'il faut que je passe directement au double don car les échecs répétés laissent penser que la qualité de mes ovocytes est mauvaise? Ok, donc l'âge, mais je n'ai pas l'âge de… Ah, 40… Non, mais je n'ai pas l'âge de cette patiente. Pour répondre à cette question, j'ai besoin de l'âge. Disons qu'en tout cas, avec tous les échecs… Excusez-moi, 41 ans. 41, ok. Donc, c'est clair que tous les échecs peuvent être liés à la qualité génétique des ovocytes qui est liée à l'âge. Donc, s'il reste 11 ovocytes, pour maximiser les possibilités de trouver un embryon qui a les chromosomes normaux, l'idéal, ce serait importer les 11 ovocytes, refaire une stimulation en cherchant d'éviter l'hyperstimulation, mais en tout cas avec un déclenchement par agoniste, on peut minimiser ce risque, féconder, faire le DPI pour trouver un embryon qui peut donner des chances réelles d'implantation. C'est pas, vu que la réserve ovarienne est très bonne, je pense que c'est pas obligatoire de passer directement au don d'ovocytes. Si la réserve ovarienne était faible, je dirais oui, mais dans ce cas-là, on peut tenter un cycle avec DPI. Ouais. Merci, docteur. Donc, pour un don d'ovocytes, vous sollicitez plus le cycle naturel pour un meilleur résultat? Oui, sur les receveuses d'ovocytes, si la patiente a des règles, parce que si la patiente est ménopausée, on est forcé à aller sur le cycle médicalisé. Mais si la patiente a ses règles régulières, on privilège absolument le cycle naturel. Ouais. Bonsoir. Pour un programme de garantie bébé, j'ai vu sur le devis qu'il s'agissait de 3 cycles de dons. Mais en moyenne, combien y a-t-il de blastocystes par cycle? Merci beaucoup. Alors, la moyenne des blastocystes par cycle, en général, c'est 3, si on parle de moyenne. Ça veut dire qu'après, ça dépend aussi de la qualité du sperme, ça dépend de plusieurs variables et ça dépend aussi des variables biologiques qui diffèrent de cycle à cycle. Même la même donneuse, un cycle, elle peut donner 10 ovocytes, un autre cycle peut donner 12, un autre cycle 8 ovocytes. Mais la moyenne, si on regarde les statistiques chez Fertilab, on a une moyenne de 3 blastocystes par cycle. Après, on peut en avoir 4 ou 5 parfois. Ça dépend. Donc, dans le programme de garantie bébé,
l'objectif, c'est de donner grossesse et naissance. Donc, finalement, si on arrive à avoir grossesse et naissance indépendamment du nombre de blastocystes qu'il y a dans chaque cycle. Mais évidemment, les embryons surnuméraires qui restent, ça appartient au cycle de la patiente. Merci, docteur. Nouvelle question. Donc, endométriose pelvienne profonde et qualité ovocytaire. Cela induit-il une altération de la qualité ovocytaire? Je n'ai pas d'endométriome, pas de diminution de la qualité ovarienne, AMH normal, ni de l'adénomyose. Je réponds bien aux simulations. J'ai 30 ans, mon conjoint a un spermogramme normal, mais les embryons sont fragmentés à J5. Faut-il se tourner vers le don d'ovocytes? Alors, à 30 ans, encore une fois, je pense que s'il y a, je ne sais pas combien de tentatives le couple a fait, mais les embryons, normalement, à J5, la fragmentation des embryons, c'est quelque chose qu'on observe normalement à J3. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire fragmenter à J5, mais j'entends que les embryons ne sont pas de qualité excellente. Si la réponse ovarienne est bonne, hein, indépendamment de l'endométriose, je pense que ça vaudrait la peine aussi de faire du DPI sur les blastocystes pour comprendre la qualité. Merci, docteur. Une nouvelle question. Y a-t-il des conditions pour avoir la garantie pour les 3 tentatives d'accueil d'embryons? Et si oui, lesquelles? Oui, c'est clair que les garanties qu'on appelle baby fertility, donc garantie de grossesse et accouchement, c'est une assurance dans laquelle on partage le risque d'échec. Donc, ce risque d'échec est calculé, estimé sur la base du dossier de la patiente. Dans le cas du don d'embryon et baby fertility de don d'embryon, on va évaluer surtout la cavité utérine. Hein. Il faut avoir des résultats normaux ou en tout cas pas trop pathologiques de la réceptivité utérine ou de l'anatomie de l'utérus, ou aussi on va évaluer autres paramètres, par exemple sur les thrombophilies, etc. Donc, tous les dossiers sont passés en commission. Hein, donc, la commission médicale, elle va évaluer la demande de participer à l'assurance, mais à savoir que, sauf vraiment cas de malformation utérine ou des cas de très, très défavorables, la plupart des patients sont acceptés dans le programme. Merci, docteur. Donc, bonjour, j'ai 33 ans, SOPK, diabète et ablation de la thyroïde. J'ai déjà fait 5 transferts, dont une fausse couche. Quelles sont les chances pour des règles artificielles en termes d'ESTA? J'ai pas compris la dernière phrase. Donc, quelles sont les chances pour des règles artificielles? Alors, je pense que tout d'abord, il faut dire qu'une patiente qui a une OMPK, qui a aussi un problème thyroïdien parce qu'elle a fait une ablation de la thyroïde, donc une patiente qui a aussi du diabète, évidemment, elle a un problème endocrinien. J'imagine que l'endocrinologue, là, c'est un des cas typiques dans lesquels nous, des spécialistes en fertilité, on travaille ensemble avec les spécialistes, par exemple, d'endocrinologie. Dans ce cas-là, c'est très important de voir tous les paramètres de la thyroïde, du diabète, qu'ils soient tout contrôlés. Et sur les cycles de préparation de l'utérus, dans ce cas-là, si c'est possible, l'idéal, ce serait un cycle naturel. Je ne sais pas si la patiente, peut-être en étant OMPK, elle a des cycles très irréguliers. On peut parfois faire des mini-stimulations pour éviter, justement dans un cas comme celui-ci, le cycle artificiel, parce qu'on sait que c'est très perturbateur. Merci, docteur. Bonjour. Si certains examens ont déjà été faits en France, comme le KIR, HLAC, le Matrice Lab, autres, faut-il les refaire?
Le programme de garantie de naissance avec don d'ovocytes est-il soumis à des conditions? Madame, elle a 39 ans, excusez-moi. SOPK, 4 fausses couches, une IMG, une grossesse extra-utérine. En vous remerciant. Ok, donc je pense que la question est, est-ce que tous les tests qui sont déjà faits auparavant doivent être refaits? Non, c'est-à-dire que si on estime que des résultats sont déjà présents ou ils sont pas trop vieux, hein, parce que parfois, évidemment, on peut pas se baser sur un résultat d'il y a 4 ans pour prendre une décision. Donc, la plupart des tests faits avant ou en France, parfois, nous, on demande des tests que les patientes vont mettre à jour avec leur gynéco. On n'oblige pas les patientes à refaire tous les tests chez nous, absolument pas. Mais c'est clair que les cas, par exemple, des fausses couches à répétition et des échecs répétés, la commission va évaluer pourquoi il y a eu toutes des fausses couches à répétition, s'il y a des facteurs qui ont été détectés, si on peut corriger. Donc, on va étudier le dossier à fond. Si c'est nécessaire, on va demander un complément d'examen, mais on va aussi se baser sur les résultats qu'on a déjà. On ne va pas redemander tout depuis le début. Merci, docteur. Donc, une nouvelle question sur le DPI. Que pensez-vous du DPI dans le cas des FIV-DO? On s'aperçoit via des nombreux témoignages que même avec des donneuses jeunes, il y a des risques d'embryons avec anomalie, ce qui inciterait à faire le DPI. Mais ça n'est pas conseillé par les médecins de manière générale. Quelle est votre position, docteur Moffat? Ça, c'est une question que j'aime bien répondre parce que il faut savoir que les anomalies des chromosomes dans les embryons, c'est naturel et ça arrive tout le temps dans la nature, même quand un couple jeune et fertile essaye d'avoir un enfant, ça arrive d'avoir une fécondation avec une erreur. Hein. Les anomalies des chromosomes, mis à part ce qu'on connaît, par exemple la trisomie 21 et tout ça qui va donner une naissance, la plupart, c'est des erreurs de la fécondation que la nature élimine de manière naturelle et on ne s'aperçoit pas. Donc, tout ça, ça arrive tout le temps. Mais c'est clair que ça arrive de manière moins fréquente, surtout quand l'ovule est jeune. Donc, ce type d'erreur dans les fécondations avec don d'ovocytes, c'est quelque chose qui peut arriver, mais ça arrive d'une manière pas trop fréquente. Et c'est normalement les embryons qui peut-être n'arrivent pas à blastocystes. Donc, il y a déjà une sélection naturelle pendant le cycle de culture embryonnaire, de fécondation. La sélection morphologique qu'on fait, probablement, a déjà mis de côté la plupart des embryons qui en auraient eu une erreur. Okay? Mais justement, ça ne veut pas dire que le 100% des embryons de donneuses aient des chromosomes normaux. Donc, ce qu'on peut faire, c'est simplement laisser faire la sélection naturelle dans l'incubateur ou au moment du transfert, l'échec d'implantation, parfois c'est déjà la nature qui a sélectionné l'embryon, éviter l'implantation. Ou soit, il y a des patientes qui disent, s'il y a une technique pour aller regarder à l'intérieur des embryons, je veux aussi avoir, comme si je faisais la néosynthèse, un embryon d'une femme de 25 ans. On peut le faire, oui, mais donc le risque, globalement, est un risque faible. Après, ça nous arrive de plus en plus de faire ce type de test à la demande des patientes. Autre chose, c'est quand dans le don d'ovocytes, par exemple, on a un problème masculin. Alors là, par exemple, si on a un problème masculin, on pense que le sperme, il peut aussi apporter une erreur chromosomique dans les embryons. Là, sur le don d'ovocytes, on applique le DPI, mais parce qu'on sait qu'on est avec un risque chromosomique du facteur masculin. Merci, docteur. Là, j'ai une petite question courte. Quels sont les délais entre l'inscription chez vous et un transfert?
Ça dépend de la technique, évidemment. Si il n'y a pas de liste d'attente en général, mais c'est clair que par exemple, si on s'inscrit chez nous et on veut faire une fécondation in vitro et on a tous les dossiers complets, on a tous les examens, les virologies, on a tout ce qu'il faut déjà prêt, on peut démarrer sur les prochaines règles. Ou cet après-midi, un rendez-vous visio avec une patiente qui veut faire des inséminations avec sperme de donneur. Elle a déjà tous les tests. Et j'ai demandé, c'est quand les prochaines règles? Début juin, voilà, on démarre. Donc, ça dépend vraiment du type de protocole qu'il faut appliquer. Le don d'ovocytes, c'est un peu plus long parce que, voilà, il faut compléter le dossier. Normalement, il faut faire l'appariement avec la donneuse, la stimulation. Donc, mais voilà, donc les délais, ça dépend de la technique surtout. Merci docteur. Donc bonjour, j'ai 37 ans, mon taux de AMH est bas, donc 0,43. Sous la dernière stimulation ovarienne que j'ai effectuée, j'ai produit 5 follicules, ce qui m'a conduit à une insémination artificielle. Pensez-vous que dans votre clinique, j'aurais pu prétendre à une FIV, sachant que mon mari a une tératospermie? Donc, la décision de compléter le cycle par FIV ou le transformer en insémination, je pense que c'est ce qui s'est passé, ça dépend effectivement du nombre de follicules, si on pense que la patiente peut produire plus. Normalement, nous, à partir déjà de 3 follicules, si on pense que la patiente, en tout cas, elle ne pourra pas faire une meilleure stimulation ovarienne, on peut aller jusqu'au bout, même avec 3 follicules. Avec moins de 3 follicules, sincèrement, effectivement, c'est peu rentable parce qu'on risque d'avoir un échec de prélèvement ovocytaire parfois. Merci docteur. Donc, bonjour, j'ai 32 ans, insuffisance ovarienne avec impossibilité de prélever les ovocytes. Je passe donc par le don d'ovocytes avec mon conjoint. Nous avons déjà fait 3 transferts et les 3 sont des échecs, hein, sachant qu'entre le deuxième et le troisième transfert, j'ai fait une prise de sang pour la thrombophilie, qui est normale, et une biopsie de l'endomètre qui est normale également. Que conseillez-vous comme examen complémentaire? Donc, si tout est normal, effectivement, il n'y a pas vraiment d'autres tests. On peut commencer à peut-être explorer l'immunité et peut-être l'HLA, donc la compatibilité éventuellement pour essayer de voir si il y a quelques variables qu'on peut mieux cibler, non, donc l'appareillement avec la donneuse. Et parfois, on appliquerait aussi, voilà, ça c'est un des cas sur lesquels on pourrait décider d'appliquer du DPI, même en don d'ovocytes. Merci. Donc, rebonjour. Est-ce que l'obésité et le tabac peuvent empêcher un développement de l'embryon ou entraîner des échecs d'implantation dans le cadre d'une FIV avec donneuse? Merci à vous. Oui, il y a une interférence, sûrement. Le tabac, c'est commencé, même si les ovocytes sont d'une donneuse, toutes les substances oxydantes du tabac, elles vont réduire donc la qualité aussi de l'endomètre. Et l'obésité aussi, c'est un facteur de risque pour les échecs d'implantation et aussi c'est un facteur de risque pour les fausses couches parce que finalement, une obésité reste un problème endocrinien et donc il y a aussi des taux circulants d'hormones qui peuvent être très fluctuants. Et aussi, on sait que, par exemple, les estrogènes, ils sont modifiés dans les patientes qui ont un surpoids, une obésité. Donc, effectivement, une patiente avec ce type de problème, et
on l'aide vraiment à essayer de diminuer son poids corporel, à améliorer son hygiène de vie. Ça peut vraiment changer les résultats en positif. Merci, docteur. J'ai 40 ans et de l'endométriose profonde digestive sur cul-de-sac de Douglas, tube digestif et d'adénomiose. Quel protocole de FIV DO, enfin d'endovocyte, me conseillerez-vous et comment s'y préparer son corps au mieux pour réussite avant et après le transfert? Donc, dans un cas d'une endométriose tellement profonde et tellement qui prend aussi le côté digestif, peut-être que la préparation dans ce cas-là, ce serait compliqué sur cycle naturel parce qu'il faudrait encore une fois refroidir l'endométriose peut-être avec des antagonistes, hein, des agonistes de la GnRH LH, hein, comme par exemple le décapeptyle, ou pour supprimer et pour mettre au repos, hein, on pourrait dire, toutes les organes, et puis enchaîner avec une préparation. Il faut savoir que si la patiente tombe enceinte et que tout va bien, normalement, pendant la grossesse, l'endométriose s'améliore. Donc, on dit toujours que la grossesse, c'est un traitement pour l'endométriose. Donc, l'idéal, ce serait vraiment essayer d'arriver à l'implantation. Merci beaucoup, docteur. Donc, je préviens que normalement, ce webinaire, il finirait à 20 h, mais on va laisser 10 petites minutes de plus parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de questions très complexes d'ailleurs. Donc, on va vous laisser à peu près une dizaine de minutes. Donc, par contre, les questions ne pourront malheureusement pas être toutes répondues, mais n'hésitez pas à nous contacter tout d'abord via le site Les Fivettes Espagnoles, clinique partenaire Fertilab, et vous faites la demande de premier contact. Ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas encore patientes de Fertilab. Et cependant, si vous êtes déjà patiente de Fertilab, n'hésitez pas d'écrire à votre coordinatrice avec la question qui n'a pas pu être répondue, ou si vous êtes déjà en contact avec Fertilab sur france@fertilab.org. Donc, je continue. Donc, comment choisissez-vous la donneuse en dehors de la couleur des yeux et des cheveux afin qu'elle ait le plus de similitudes possible avec la patiente? Merci. Donc, on demande aux patientes, donc aux receveuses, de nous envoyer des photos d'elles, hein, surtout pour voilà, la forme du visage, vraiment le phénotype. Et sur la base de la fiche, donc la taille, le poids, la couleur des yeux, des cheveux aussi, si les cheveux sont lisses, ondulés, le couleur de la peau, le ton de la peau, on va vraiment faire un appareillement. Dans les dossiers des donneuses, nous, on a aussi la même fiche, donc on a et la photo. Donc nous, on fait carrément des appareillements sur la base surtout des photos. On peut pas le montrer aux patients parce que c'est anonyme, hein, les dons d'ovocytes, ainsi comme les dons de sperme. Hein. On fait la même chose pour choisir un donneur de sperme dans le cas d'un couple où le patient il a besoin d'un don de sperme. Donc, on ne peut pas vous montrer, évidemment, la photo de votre donneuse ou de votre donneur pour l'anonymat, mais en savoir que dans notre équipe, c'est la routine de faire les appareillements sur la base de ça. Merci, docteur. Donc, bonjour à tous. Faut-il privilégier le transfert d'embryons frais ou congelés? Lequel des deux a un meilleur taux de réussite? Merci de votre réponse. Alors, aujourd'hui, nous, on fait pratiquement les 90% des transferts congelés parce que dans tous les cas de dons, on a compris que c'est pas nécessaire de forcer et synchroniser les cycles de la donneuse de la receveuse, donc parce que ça obligerait la receveuse à être sur cycle artificiel. Mais aussi dans les cycles de fécondation in vitro avec ses propres ovocytes, si on veut par exemple faire du DPI,
on ne va jamais transférer un embryon frais. Donc, finalement, pour améliorer le taux de réussite, l'important, c'est la qualité en soi-même de l'embryon. Ce n'est pas le fait qu'il soit frais ou congelé. Et de l'autre côté, la qualité de l'endomètre, si possible, sur un cycle naturel. Si on transfère, par exemple, une fécondation in vitro et un cycle frais, on a parfois des taux d'hormones tellement élevés que l'ambiance utérine n'est pas la plus favorable. Donc, finalement, je préfère un embryon congelé de très bonne qualité, transféré dans un utérus qui s'est préparé d'une manière naturelle, comme si la patiente est tombée enceinte spontanément. Donc, ça, c'est ce qui nous donne les meilleurs résultats actuellement. Merci, docteur. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter lorsque le problème est d'obtenir très peu de blastocystes, malgré entre 10 et 20 embryons recueillis à chaque cycle de FIV par rapport à la France, sans problème retrouvé? J'ai pas compris. Donc, c'est-à-dire que les patients en France ont fait des cycles de FIV qui ont eu entre 10 et 20 embryons. Et qu'est-ce que l'Espagne peut apporter à des patients qui ont déjà fait ça en France? Alors, ça dépend si le développement embryonnaire est lié vraiment à un problème des gamètes en soi-même. Hein, ça, je ne connais pas le cas à fond. Mais je pourrais dire que ça dépend aussi des conditions de laboratoire. Par exemple, l'embryoscope, c'est le lieu, l'incubateur où vraiment un embryon, il retrouve des conditions idéales. Donc, si un embryon dans l'embryoscope, effectivement, il arrive il n'arrive pas à évolutionner correctement, on peut imaginer effectivement que c'est un problème embryonnaire. Mais les conditions de culture sont très importantes. Donc, effectivement, avoir des incubateurs de nouvelle génération, ça change beaucoup. Et aussi, encore une fois, la technique de diagnostic préimplantatoire. Merci, docteur. Bonsoir, je fais une préparation pour un transfert d'embryon depuis mars 2023 et à chaque fois, c'est annulé car ma progestérone est trop élevée. Même l'injection de décapeptine n'a pas permis de faire baisser ma progestérone. Comment faire? Je ne sais pas si cette patiente, c'est une patiente à Fertilab parce que récemment, on a discuté de son cas avec toute l'équipe. Hier, on a eu une réunion d'équipe et on a parlé de ce cas. Effectivement, même sous décapeptide, c'est-à-dire même quand la patiente elle est complètement supprimée, il y a encore de la progestérone positive. Hein. Donc, ça, il faut vraiment étudier si parfois, il y a des altérations d'enzymes. Hein? Donc, parfois, il y a des patients qui ont un défaut génétique et donc ils produisent une forme de progestérone qui va toujours être circulante parce que la progestérone est produite pas par les ovaires mais par d'autres organes. Donc, c'est un cas très complexe qu'on est en train d'étudier et donc la chose qu'on va proposer, c'est d'essayer de supprimer un grand maximum la patiente pour voir si on arrive à minimiser à zéro les taux de progestérone. Oui, mais c'est probablement un cas, comme je disais, qu'il faut personnaliser très bien parce que c'est un cas pas fréquent, pas commun. Hein. Merci, docteur. Un couple qui dit que nous avons fait déjà tentative de 3 FIV avec prélèvement d'ovocytes, mais impossible de les mettre en culture. Le médecin dit qu'ils sont mauvais. Comment expliquer ça? Peut-on faire des examens complémentaires pour expliquer ceci? Donc, on n'arrive pas à les mettre en fécondation. Je ne comprends pas si c'est peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à maturation. Il faudrait… là, j'ai pas assez d'éléments pour dire qu'est-ce qu'il faudrait faire. Mais c'est clair que certains tests, par exemple, sur les spermatozoïdes, on peut les faire. Mais les ovocytes, on ne peut pas faire des tests, sauf essayer de les féconder et faire des tests sur les embryons.
Donc, si on n'arrive même pas à les mettre à féconder, ça veut dire qu'ils sont peut-être pas mûrs. Là, j'ai pas assez d'éléments pour pouvoir donner une réponse complète. Hein. Il faudrait vraiment entendre pourquoi on ne peut pas la mettre en fécondation. Merci, docteur. Couple de 37 ans, a priori, problème de qualité ovocytaire, pas de problème retrouvé sur karyotype, spermogramme et test de fragmentation. Que peut nous apporter l'Espagne en plus de ce qui a été fait en France? Donc, encore une fois, je pense certaines conditions de laboratoire, le fait d'utiliser des techniques de sélection des spermatozoïdes, des techniques de sélection d'embryons, des incubateurs de nouvelle génération avec caméra, des conditions stables de culture embryonnaire et, encore une fois, du DPI sur les embryons. Merci, docteur. Bonjour, j'ai 37 ans, je suis actuellement en France. On se pose la question de partir en Espagne après une fausse couche. 4 tests négatifs et un matrice là. Infertilité inexpliquée avec un IMC de 30. Est-ce que c'est mieux qu'on fasse une FIV avec DPI en Espagne? Encore une fois, oui, après les échecs répétés, moi, je ne suis pas pour dire qu'il faut faire du DPI tout le temps, mais si le matrice LAP est normal et tout ça, le DPI peut au moins essayer de nous faire comprendre si la variable embryonnaire elle est responsable des échecs ou pas. Parce que si on transfère les embryons toujours, soi-disant, à l'aveugle, on ne va jamais savoir si l'échec d'implantation, c'est lié à la réceptivité de l'utérus ou c'est lié vraiment à la qualité embryonnaire. Et la plupart des fois, comme on disait, même quand on fait des dons ou de double dons, c'est pas que tous les embryons sont normaux. Donc, oui, le BMI, c'est clair que cette patiente, elle gagnerait beaucoup en termes de qualité aussi ovocytaire en faisant peut-être avec objectif de perdre un certain nombre de kilos ou activer peut-être son métabolisme. Il y a aussi des programmes par multivitaminique et surtout de perte de poids. Notre andrologue dans l'équipe, il est aussi endocrinologue et il fait aussi un suivi des patientes qui rentrent dans un parcours pour la perte de poids pour se préparer au traitement. Ça, c'est très important. On n'en parle pas toujours parce que c'est fatigant, c'est lourd, c'est quelque chose qu'on fait en parallèle. On a envie de se lancer sur le cycle de fécondation, mais c'est très important d'y arriver dans des conditions idéales. Merci, docteur. Je lis une question qu'on n'avait pas trop compris avant, mais la dame, elle a rectifié sa question. Donc, désolée, je rectifie ma question. En étant SOPK, je n'ai pas de règles naturelles que artificielles. Mes embryons sont de qualité A et B. J'ai fait 5 transferts, dont une fausse couche. Est-ce qu'il y a des chances de réussite avec des règles artificielles? Merci. Oui, quand je parle du cycle naturel, c'est-à-dire que c'est notre premier choix quand c'est possible. Mais c'est clair, si une patiente n'a pas des règles du tout, on n'est pas capable de lui en dire une ovulation parce que finalement, une OMPK qui n'a pas des règles spontanées, on peut essayer de stimuler. Mais bon, indépendamment de ça, les possibilités de réussite sur un cycle artificiel, si la qualité embryonnaire est bonne, elles sont là, hein, parce qu'on a aussi des résultats très bons dans des patients, par exemple, qui sont ménopausés et qu'on traite par traitement hormonal de substitution. Et on a des résultats. Hein, je ne veux pas qu'on passe le message que sur le cycle artificiel, il n'y a pas de grossesse. Ce n'est pas ça. Donc, les possibilités sont là, oui. Merci, docteur. Je vais lire deux dernières questions. Qu'est-ce qui fait la plus-value de Fertilab par rapport à d'autres cliniques? Moi, je pense que, à part le fait que je dis au départ, donc la personnalisation, le fait d'avoir une équipe qui vous prend par la main et qui essaye de vous guider dans le parcours et qu'on se base sur l'évidence scientifique aussi des techniques qu'on applique, c'est les résultats et qui sont aussi liés à la qualité du laboratoire. Les résultats exprimés en termes de nouveau-nés
et aussi les cycles avec donc les programmes de garantie de grossesse. Ils parlent du fait que chez Fertilab, on a confiance dans nos résultats. Sinon, on ne partagerait pas le risque d'échec avec les patients si on n'était pas convaincu qu'on peut les accompagner jusqu'à la naissance d'un bébé. Donc, je pense que c'est ça, la transparence sur les résultats, la qualité du laboratoire et la personnalisation en impliquant les techniques des nouvelles générations à chaque cas. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Dr Monfort, pour ces webinaires très intéressants. Je vois que tous les patients sont super contents. On a des super bons commentaires. N'hésitez pas de nous contacter si vos questions n'ont malheureusement pas pu être répondues. Je vois que presque, il y a très peu de questions qui n'ont pas pu être répondues. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Dr Monfort. Merci beaucoup, Dimitri Meunier, responsable de FIVFR et des FIVET espagnols, de nous avoir aidés à organiser ceci. Nous restons à votre écoute. N'hésitez pas de contacter les FIVET espagnols sur la section clinique partenaire et Fertilab pour pouvoir nous contacter et avoir des réductions. Et voilà, nous restons à votre disposition et vous souhaitons une belle soirée. Merci à tout le monde. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.